Cela fait maintenant 11 mois qu'Esperluette existe. 16 interviews en tout, car certains épisodes en contiennent plus d'une, et toujours cette envie de donner la parole aux belles énergies de mon territoire, le Vaucluse, ou de ceux qui y passent. L'envie également de faire évoluer le podcast. C'est donc le moment de lancer la saison 2. Il y aura toujours des porteurs de projets qui expliqueront comment ils sont partis d'une idée folle pour finir par la réaliser. Et, au fil des rencontres, il y aura également maintenant des portraits d'artistes comme celui que je vous propose aujourd'hui. Le format sera peut-être plus long, et si l'envie se fait sentir, il pourra y avoir des performances en live ou des extraits de spectacles. Et c'est donc avec une artiste vauclusienne que j'ai échangé pour ce premier portrait d'artiste de la saison 2. Augustine Hoffmann, une jeune auteure, compositrice et interprète de chansons pleines d'émotions qui m'a touchée profondément la première fois que je l'ai vue sur scène. Elle a sorti il y a quelques semaines son 2e album et continue son chemin pour essayer de vivre de cette passion ancrée au plus profond d'elle-même. Elle raconte son parcours, le choix du financement participatif pour financer la production de ses albums et les différentes étapes de la création musicale. Un échange tout en douceur, entrecoupé de plusieurs extraits de ses albums, 2 en live, dont une chanson qu'elle venait tout juste d'écrire et qu'elle a souhaité interpréter car elle trouvait qu'elle allait bien avec l'interview. Je vous laisse donc en compagnie d'Augustine. Bonne écoute! Je m'appelle Augustine Hoffmann et je suis auteure, compositeur, interprète de chansons à texte que j'écris en français et je m'accompagne avec ma guitare. Je suis originaire du Vaucluse. Je suis née à Paris, mais je suis arrivée à Cavaillon quand j'avais 10 mois, donc j'ai vraiment grandi là. Ouais, je me sens d'ici quand même. Qu'est-ce qui m'a amenée à la musique ? Alors on en fait pas mal dans ma famille, enfin du côté de mon papa. C'est vrai que nos réunions de famille, elles se sont passées en musique beaucoup. Mon oncle et mon père, ils jouent de la guitare tous les deux. C'est assez fédérateur chez nous, quoi. On a toujours tous chanté ensemble. Personne n'en a fait son métier du tout, en fait. Il n'y a pas de chanteur professionnel ni rien. Mais du coup, que ce soit mes oncles, mes tantes, mes cousins, leurs enfants, c'est vraiment toutes les générations mélangées. Et ça, c'est des instants précieux. Enfin, pour moi, j'ai toujours adoré ça depuis toute petite. Je pense que ça a cultivé quand même le goût de la musique chez moi, ça. À l'âge de 4 ans, je chantais dans un genre de groupe vocal à l'école de musique de Cavaillon. Et puis vers mes 7 ans, j'ai commencé l'accordéon. J'ai entendu cet instrument, j'ai dit à ma mère, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Elle m'a dit de l'accordéon, j'ai dit c'est ça que je veux faire. À 7 ans, très étonnant, j'en avais jamais vu de ma vie. C'est que le fait de l'avoir sur soi, puis c'est un instrument à vent, mais dans lequel on souffle pas. Et puis c'est 2 mains différentes. Et ouais, j'adore. C'est vraiment un instrument qui me parle. C'est drôle et puis on peut jouer de tout. C'est-à-dire ça peut être hyper mélanco, nous plonger dans un espèce de truc, en même temps hyper festif à faire danser les gens. C'est un instrument que j'aime. Et puis j'ai fait du saxophone aussi. Et puis voilà, à 13 ans, j'ai commencé la guitare, mais là en revanche en autodidacte, quoi. Enfin, mon père m'a appris 3-4 accords et puis c'est parti comme ça. Je suis pas guitariste, je suis pas très instrumentiste, moi. C'est-à-dire le côté travailler des heures un instrument, parce que ça demande vraiment énormément de boulot, quoi, quand on veut jouer bien un instrument. Et moi, j'ai pas cette je sais pas si c'est de la volonté ou de l'endurance. J'ai pas l'endurance, en fait, de travailler des heures. Mais voilà, du coup, c'est vraiment plus un instrument qui m'accompagne. En revanche, il nourrit mon inspiration fort. C'est-à-dire, c'est vraiment un instrument qui m'appelle à écrire. Ce qui n'est pas le cas de l'accordéon, par exemple. Parce que le côté guitare, c'est-à-dire tu plaques des accords, c'est comme le piano, quoi. Ça, après, c'est vraiment à la voix que t'écris la mélodie. Et ça me plaît. Donc voilà, mais j'aimerais bien quand même travailler plus pour écrire de nouvelles mélodies avec des couleurs un peu différentes. J'ai commencé à écrire petite, vers genre 7-8 ans, mes premiers textes que j'ai retrouvés, qui rimaient déjà en fait. C'était déjà de la poésie, mais j'ai commencé à écrire des chansons à l'âge de 13 ans, avec la guitare en fait. Là vraiment c'est devenu des chansons quoi, parce que mélodie, parce que du coup une autre structure dans le texte. J'ai pas pris de cours d'écriture du tout, non, c'est venu... Mais je sais pas comment je me suis mise à écrire en fait. J'ai toujours aimé ça, je crois, les poèmes. En fait, les rimes. C'est-à-dire, j'ai vraiment une mémoire, par exemple, apprendre des poésies à l'école, c'est évident pour moi. C'est-à-dire que les rimes, ça fait que je retiens, en fait. C'est un mémotechnique pour moi. Et donc, j'ai été touchée par ça. J'étais à l'école Steiner, donc il y a quand même une place à l'art qui est importante. Et donc, on commençait souvent nos matinées par
par réciter un poème ou bien faire un chant. Donc je pense que ça a nourri ça chez moi, c'est sûr. Et j'ai toujours aimé ça, la poésie, ça m'a toujours fait du bien en fait. Et du coup, oui, naturellement en fait. Mais j'ai retrouvé en fait, dans mon petit journal intime, genre de quand j'avais 7 ans, j'ai trouvé déjà des petites rimes, genre divorce de mes parents, là, petit texte qui écrit comment je me sens, quoi, incroyable. Donc ouais, j'ai commencé tôt en fait. Et puis 13 ans, première chanson, là, ça a vraiment pris une autre tournure. Je suis plus mots que musique. C'est-à-dire, autant ça m'arrive d'écrire des textes sur lesquels je mets pas de musique, autant plus rarement des mélodies sur lesquelles il n'y a pas de mots. C'est vrai, je pense que s'il fallait choisir, bon, j'ai pas envie de le faire, mais s'il fallait faire un choix, je crois que ce serait les mots quand même. Aussi parce que je trouve qu'on peut les faire chanter. Mais j'ai beaucoup de mal à dissocier les deux quand même, en fait. On me demande très souvent, alors par quoi tu commences ? Est-ce que c'est d'abord le texte, après tu mets la musique dessus, ou l'inverse ? Et j'écris les deux en même temps. Donc ma mélodie peut complètement évoluer en même temps que j'écris les paroles. Ça naît vraiment en même temps. Mais je reste très touchée par les mots quand même, quoi, c'est clair. Et puis des mots simples. C'est-à-dire, j'ai pas du tout une poésie avec des sens cachés et tout, ce que je trouve très beau chez des gens, d'aller chercher le sens et tout. Mais moi, ce qui me touche dans la musique, tu vois, des artistes comme Linda Lemay, c'est que ça dit, c'est très simplement dit, et seulement je trouve que les mots, ils sont embellis parce qu'on les fait rimer avec d'autres, et c'est ça qui les rend beaux. Mais non, là, c'est des mots simples qui racontent la vie et les gens. Et puis juste, je les embellis en les faisant rimer avec d'autres. C'est ma vie qui m'a inspirée au départ, c'est vrai. Ça a toujours été ce que je ressentais. Je pense que c'est une forme de transcender ça. C'est assez thérapeutique en fait chez moi, à la base. Je m'aperçois que c'est souvent une fois que j'ai réglé quelque chose, je m'aperçois souvent de ça parce que j'en écris une chanson. Et là je me dis, ah ok, donc t'as franchi une étape là-dedans. Donc à la base c'est ça. Après je suis très empathique et du coup c'est pas toujours un cadeau parce que tu prends l'émotion des gens fort, mais ça me permet en fait d'écrire des chansons de trucs que j'ai pas vécu comme si c'était le cas, parce que j'écoute, je pense, attentivement les gens et mon empathie fait que j'arrive quand même à ressentir un peu quand même ce qu'ils ressentent. Et voilà, et du coup des fois ça sort de moi comme si je l'avais vécu. Ça peut être hyper fort, une chanson comme Les avions en papier qui parle d'un homme alcoolique. C'est sorti de moi, c'était tellement puissant ce soir-là, quoi. Parce que, ouais, comme si, je sais pas, je me soulageais d'un truc que j'aurais traversé alors que pas du tout. Alors je sais pas, voilà, ce que j'ai comme bagage, ou est-ce que c'est, que je me charge vraiment de l'histoire des gens, est-ce que c'est des trucs que j'aurais vécu dans une autre vie, j'en sais rien, mais il n'y a pas toujours un contact avec quelqu'un, ou une rencontre, ou une histoire que j'ai entendue, parce qu'il y a des choses qui sortent de mon imaginaire. Après, je pense que c'est quand même inspiré de gens, c'est-à-dire une chanson comme Nino qui parle d'un petit garçon de 5 ans, je l'ai pas rencontré, mais certain que des enfants, j'en ai côtoyé plein, donc c'est un portrait d'un enfant qui en réunit plein, je crois. Parce que voilà, je pense malgré tout, les humains, on se ressemble dans notre évolution et on est beaucoup à traverser les mêmes trucs, donc... Je m'appelle Nino, j'ai 5 ans et je ne veux pas grandir. Quand je vois tous ces grands se déchirer, se détruire, moi quand mes jouets décident de faire la guerre, c'est toujours la paix qui gagne la première. Je m'appelle Nino, j'ai 5 ans, je veux pas apprendre à conduire. Quand je vois tous ces grands se rentrer dedans, se détruire, moi quand mes petites voitures ont un accident, vous pouvez être sûr que personne meurt dedans. Alors papa, maman, si je mange correctement, me laisserez-vous rester enfant ? Je m'appelle Nino, j'ai 5 ans, je veux pas d'un boulot toute ma vie. Ou pour gagner de l'argent, faut faire de vilaines stratégies. Quand mon dino le plus grand mange le plus petit, il s'endorme finalement, ami sous mon lit. Je m'appelle Nino, j'ai 5 ans, et je veux pas d'un ordi. Quand je vois tous ces grands s'y fabriquer de faux amis, avec mes copains, quand on se lie d'amitié, on n'oublie pas de se défendre à la récré. Alors, papa, maman, si
dit sagement, me laisserez-vous rester enfant? Je m'appelle Nino, j'ai 5 ans, et je veux pas me marier. Quand je vois tous ces grands s'aimer puis se déchirer, si un jour finalement il y en a une que je veux épouser, je veux qu'on s'aime autant que Pépé et Mémé. Je m'appelle Nino, j'ai 5 ans, je veux pas de responsabilité. Quand je vois tous ces grands se rendre malades à angoisser, moi quand t'es gamin, qu'un adulte nomme responsable, tu peux être certain que t'en es capable. Alors, papa, maman, si je peux pas rester enfant, aidez-moi à devenir grand. Ouais, alors à 13 ans, je commence à écrire, et là, ça me fait juste du bien. En fait, il n'y a pas vraiment un moment où j'ai décidé que ça allait être mon métier. Ça s'est un peu fait comme ça. C'est vraiment parce que les gens, et absolument pas parce que moi. Enfin, j'ai pas ce sentiment-là en tout cas. Parce que je me souviens les premières scènes un peu que j'ai faites plus sérieusement. J'avais genre 16 ans peut-être. Il y avait eu une scène très forte à Alès, parce que je participais au Fou Chantant d'Alès. À l'époque, l'été, ils ouvraient la scène de temps en temps à des talents. Et il se trouve qu'il y avait donc les 1000 choristes devant moi, plus 2000 personnes qui étaient venues voir le petit concert des 1000 choristes. Et donc je me retrouve à chanter la chanson Lettre à Dieu là, devant 3000 personnes, avec à la fin les gens qui se lèvent, enfin un truc vraiment hyper fort. Et moi j'étais au lycée à l'époque, en seconde, enfin pas du tout à me dire je vais me lancer là-dedans. J'ai toujours su que ça ferait partie de ma vie, ça c'est pas une option parce que ça fait partie de moi, c'est-à-dire j'écris des chansons comme je mange, quoi, c'est vital. Mais voilà, je me souviens être descendue de scène et de gens qui me disaient « Alors, vous commencez une carrière et où est-ce qu'on peut trouver votre CD ?» et nanani. Et j'étais, mon Dieu, mais tellement loin de ça, genre « Ah non, pas du tout, enfin, je suis au lycée, je sais pas si je vais en faire un truc ou pas, enfin... » Donc là, ça a un peu fait tilt, en même temps, ça avait été très fort. Enfin, j'avais fini, je pleurais, je me souviens dans la salle de bain avec ma sœur et je lui disais « Moi, je peux pas gérer tant d'émotions et tout, parce que voilà, des adultes de 40 balais qui viennent pleurer dans tes bras quand t'as 15 ans, c'est... » Émotionnellement, là, c'était fort. Je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que je leur fais à ces gens? Qu'est-ce qui se passe? Très, très fort. Une chanson Lettre à Dieu qui est forte, parce que c'est aussi, ça pose la question... C'est des questions un peu existentielles, donc c'est évident que c'était particulièrement fort, je pense, à recevoir pour les gens. Et puis j'arrivais avec cette espèce d'authenticité, de vulnérabilité qui, je pense, touche... Je pense que c'est ça aussi, en fait, qui fait que ma musique, elle voyage, et finalement que j'en suis là où j'en suis. C'est que j'ai pas d'ambition, vraiment. Enfin, évidemment que j'aimerais en vivre et que j'aimerais en faire quelque chose. Certain que si je pouvais vivre de mes concerts et de la musique et de projets de musique, je suis très heureuse, là, si je peux faire ça, c'est sûr. Mais en même temps, c'est pas une condition, quoi. Je sais que la musique, ça fera toujours partie de ma vie et je peux être très heureuse à faire autre chose. Moi, j'ai fait plein de métiers dans ma vie, j'aime ça. Donc j'ai pas décidé ça un jour. Et après j'ai commencé quand même à faire des concerts. Le premier c'était un peu incroyable de décider tout à coup. C'est un monsieur qui est venu qui m'a dit, le sonographe au Thor, il m'a dit voilà j'ai une salle et j'aimerais que tu donnes un concert dedans. Alors ça c'était un truc, j'en ai pas dormi pendant un moment. De me dire mais mon Dieu qui va venir voir un concert d'Augustin Hoffmann, enfin voyons quoi. Et puis finalement je l'ai fait et puis il se trouve qu'on a quand même du réseau, c'est-à-dire beaucoup d'amis, puis de la famille et tout. Et j'ai rempli cette salle-là, c'était un peu incroyable. Et du coup, on a décidé de faire un CD, parce que c'est vrai que les gens viennent en fait et disent « Ah, est-ce qu'on peut ramener un bout de ce qu'on a entendu chez nous ? Et j'aimerais bien t'avoir avec moi et tout ça. » Alors moi, j'étais hyper touchée de ça, mais c'est pareil. Tu te dis jamais « Je vais faire un CD » parce que tu vas pas t'écouter toi-même, en fait. Donc, pour toi, ça te vient pas de te dire « Voilà, je vais faire un CD de moi. » Voyez-vous ? Mais tellement touchée que les gens aient envie de ramener ça chez eux, et puis à essayer de me mettre à leur place et de dire mais attends, moi quand je sors d'un concert j'ai qu'une envie, c'est ramener ça chez moi et le mettre dans ma voiture et me remettre dans cette petite bulle là que j'ai vécue, certain quoi. Donc en fait si les gens ressentent ça en sortant d'un concert, je vais le faire quoi. Donc voilà, donc ce premier concert là au Sonographe, on a sorti des pré-ventes d'albums et c'est pareil, je me suis dit ok bon, l'idée de faire un CD, de me dire les gens l'achètent, allez d'accord. L'idée que les gens puissent acheter un CD qui n'existe pas, là, c'était encore un autre concept. Et pourtant, ça s'est fait. Incroyable. Et du coup, j'ai réussi
et bah, à sortir ce premier album là, juillet 2015. Aussi parce que je suis bien entourée. Du coup, c'est Joël Gombert, Laurence Meffre qui m'ont accompagnée dans ce projet-là, avec qui j'ai commencé la musique à 12 ans en solo avec eux. Avant, j'ai toujours fait du chant en chorale et tout ça. Avec Laurence, j'ai vraiment fait le chant seule. Et puis, je leur ai chanté ma chanson. Et là, Joël particulièrement, et Laurence aussi, m'ont dit mais il faut que tu continues ça, en fait. C'est beau d'écrire, de composer, et il faut vraiment le faire plus sérieusement. Et donc voilà, en grandissant, c'est eux qui m'ont accompagné dans faire un album, c'est possible. Nous, on l'a fait, donc on va t'aider à le faire. Et puis ils avaient, eux, un peu de réseau, c'est-à-dire ils connaissaient un studio et tout, parce que quand tu débarques là, que personne dans ta famille fait ça, c'est un concept quand même. Puis c'est aussi des grosses sommes d'argent. À ces âges-là, moi, 6 000 €, c'était un truc, je veux dire, c'est toujours, du reste, mais... je sais pas, c'est inconcevable, quoi. On n'a absolument pas de moyens dans ma famille, on vit très simplement, tu vois, à serrer la ceinture, finir à la fin du mois à 0, il n'y a pas de... Donc bon, trouver 6 000 € pour faire un CD, quoi, c'était un concept. Et puis finalement, voilà, coup de prévente. Et puis cet engouement-là, il est hyper touchant, en fait. C'est précieux. Et ça donne la force de faire les choses. Moi, si c'était que de moi, j'aurais pas fait un 5e de tout ça, c'est clair, quoi. Alors, je mets pas de discipline, c'est-à-dire je me dis pas tous les jours il faut que t'écrives une chanson, mettons une chanson par semaine, ou genre en telle année il faut sortir un album. J'ai pas du tout ça. Il se trouve que j'écris tous les jours, mais parce que j'en ai envie. Il y a vraiment peu de jours, quoi, où je prends pas ma guitare, même si c'est, 15 minutes, quoi. Tous les jours je chante et j'écris. C'est à peu près insaisissable, l'inspiration, quoi. C'est d'ailleurs je pense que c'est aussi ce qui fait la force de la chose. Mais c'est clairement un truc qui vient d'ailleurs, quoi, et qui vient du plus profond de moi, mais qui est insaisissable, quoi. Et donc il y a la peur aussi, clairement, quoi. Il y a des moments où j'écris pas. Là, il y a eu un laps de temps où je n'ai pas écrit. Alors aussi parce que je pense que j'étais dans la sortie d'album. J'étais dans cette espèce d'accouchement, là, pendant 1 an, et où du coup, t'as moyennement la force. Mais c'est évident, en fait. C'est dit comme ça, c'est ça. T'es forcé que t'attends pas un autre enfant tant que t'accouches, quoi. Donc, j'ai eu un laps de temps là où j'ai pas trop écrit, et là, tu flippes, en fait. C'est pas comme une recette de gâteau, c'est pas tu te poses avec des ingrédients, paf, paf, clac. T'as un gâteau, il y a une part d'insaisissable, et du coup, il y a un flip de dire, mon Dieu, mais si je ne sais plus faire, en fait, si ça n'arrive plus jamais. Parce qu'il y a quand même une inspiration, un truc qui vient, quoi, je sais pas, moi. Après, bien sûr qu'il y a du travail, c'est-à-dire que... Mais ça vient après, quoi. Deuxième album avec choix de prévente, de financement participatif. Alors à la fois, question financière, c'est certain, c'est-à-dire que là, en plus, autant le premier album, c'était un budget de 6 000, autant là, de 13, quoi, parce qu'on a mis des musiciens, et que du coup, forcément, il faut les rémunérer, puis c'est des gros arrangements. Au début, c'était guitare-voix, donc là, voilà, c'était des plus gros arrangements. Joël Gombert, toujours. Et puis donc, plus de studio, et... Donc, il y a forcément une question financière, parce que 13 000 €, ça n'existe pas sur mon compte. Mais en fait, c'est bien plus que ça, ce choix. C'est que ça donne une autre valeur à l'album, en fait. J'ai trop aimé, quoi, me rendre compte de ça durant le premier, c'est-à-dire que l'album, ça devient un condensé de petits bouts de gens que j'aime. Et j'ai cette chance-là, en fait, d'être entourée de gens... de beaucoup de monde, en fait, de beaucoup de gens bien, et puis aussi de ce bel accueil. Il y a beaucoup de gens qui aiment et qui ont envie d'un deuxième album. Et du coup, j'adore, en fait, le financement participatif, parce que ça donne vraiment une autre valeur à l'objet. Et c'est quand même un métier où on est beaucoup seul, même dans la confection, la réalisation d'albums, c'est-à-dire le fait de l'autoproduire, toutes les décisions te reviennent. Et il y a des choses où tu te sens pas trop légitime. C'est vraiment un apprentissage. Et donc d'être porté par ces gens qui l'attendent et qui le commandent, et c'est extraordinaire, quoi. Ça donne une force incroyable. Et encore une fois, moi seule, mais jamais, en fait, je trouverais pas la force. Puis c'est quand même difficile, à la fois c'est une joie et c'est une chance immense, et c'est un grand bonheur, mais c'est aussi vraiment dur. C'est aussi vraiment dur. C'est dur. C'est dur, c'est long,
Et donc c'est tellement précieux d'avoir tous ces gens qui nous portent, quoi, c'est clair. Donc c'est vraiment un choix, ce financement participatif. Et puis je pense que dans le monde d'aujourd'hui, on a besoin de ça aussi. Enfin, moi, ça me plaît. L'idée que ça crée du lien quand même, puis ça unit, quoi. Et je trouve ça chouette, je pense qu'on en a besoin. C'est que la société tend pas vraiment à ça, j'ai l'impression. Sans faire un vieux discours, oui, c'est hyper individualiste et tout, sans tomber là-dedans, mais je trouve que c'est quand même une réalité, en fait. Et du coup, de pouvoir s'unir sur des causes comme ça, je trouve ça beau, parce que voilà, c'est juste du beau, c'est de la musique, puis ça parle à l'âme et tout, alors je trouve ça chouette. de se réunir pour ça, c'est bien. On voulait vraiment que le deuxième album soit différent du premier, ça c'est quand même important, d'avoir une évolution, et puis donc d'étoffer ces chansons-là en même temps en restant très acoustique et en respectant mon univers. Le choix des cordes, pour ça c'était ça, le violon c'est des instruments qui sont proches de la voix humaine, c'est aussi ça qu'on voulait. Et puis on n'a pas mis de rythmique, de percussion, etc. C'est la basse qui a amené un côté un peu moderne, parce qu'on peut aussi tomber dans un truc de chansons françaises, c'est un côté un peu vieillot quand même, hein, malgré tout. Enfin, on me le reproche beaucoup du reste, plus que ce que je pensais, mais bon, soit, je prends. Mais je suis entre deux, c'est-à-dire c'est un peu trop moderne pour des puristes de la chanson française et en fait un peu trop vieillot pour ce qu'on écoute à la radio, quoi. Donc c'est un équilibre à trouver. En même temps, c'est ce qui fait la force aussi, c'est-à-dire c'est un créneau où il y a peut-être moins de gens et puis au contraire ça réunit les deux, c'est-à-dire que ça plaît autant à l'un et à l'autre parce que bon, s'il y a une partie qui leur déplaît, il y en a quand même une partie qui leur plaît, donc c'est rigolo d'être entre deux. Ce choix d'instruments, c'est pour donner une autre couleur, une autre force, ça, je trouve que ça embellit quand même les chansons, que ça les porte. Et puis du coup j'ai fait la sortie d'album Théâtre Artéphile, et c'était la toute première fois que je jouais mes chansons sans guitare, moi, quoi. Enfin, c'est-à-dire jouer avec des musiciens, je l'avais jamais fait de ma vie. C'était assez incroyable, je savais pas quoi faire de mon corps. Parce que j'étais là, quoi, debout avec mon micro, à n'avoir rien d'autre à faire que de chanter. C'est hyper agréable parce que t'as juste à te concentrer sur incarner ce que t'es en train de dire. Donc ça, c'est quand même absolument divin, parce que faut gérer quand même la guitare avec deux mains différentes, paf, la voix, quand même être dans ce que tu dis, mais pas jouer n'importe quoi, enfin bref. En même temps, avoir sa guitare sur soi, il y a quand même quelque chose qui te protège, c'est comme un peu un vêtement, parce que c'est beaucoup d'émotions aussi et d'échanges avec le public, donc je pense que ça te protège, ça fait que t'es cloué là à ton micro, et puis voilà, donc c'était une grande première. Une grande première, et j'ai vraiment aimé ça. J'ai aimé aussi partager sur scène quelque chose, parce que c'est pareil, encore une fois, je suis assez seule, quoi, avant de monter sur scène. T'es toute seule avec t'as peur, et puis voilà, sur scène t'es nue devant, dans le sens figuré on entend, mais devant un paquet de monde qui ressent plein de trucs, enfin c'est fort, quoi, et donc là de partager ça, c'était extraordinaire. Et puis il y a quand même une magie sur scène, donc l'échange de regards et tout, je veux dire, c'est des liens tellement forts, et puis pareil, c'est des amis d'enfance, donc on a partagé plein de trucs, donc c'était très fort comme moment, et j'ai aimé partager ça, partager la scène. Quand on est un couple tout frais, on se voit vivre une vie dans un appart tout petit. Quand ça fait plusieurs années que la passion est passée, on se remercie chaque nuit d'avoir une chambre d'amis. C'est beau, c'est sûr, l'amour qui dure, c'est doux, c'est chou, quand ce n'est pas nous. Quand on est un couple tout frais, on cuisine pour s'impressionner, on se donne la bec, et quand ça fait plusieurs années que la passion est passée, regarder l'autre qui se nourrit, ça peut couper l'appétit. C'est beau, c'est sûr, l'amour qui dure, c'est doux, c'est chou, quand ce n'est pas nous. Quand on est un couple tout frais, son odeur donne des frissons, même celle de sa transpiration. Quand ça fait plusieurs années que la passion est passée, on serait prêt à jurer qu'avant l'autre ne sentait pas autant. C'est beau, c'est sûr, l'amour qui dure, c'est doux, c'est chou, quand ce n'est pas nous.
s'épiler, pas savant dormir et manger quand ça fait plusieurs années que la passion est passée. On répond juste à tes poilus, égalité homme-femme mon cul. C'est beau c'est sûr, l'amour qui dure, c'est doux c'est chou, quand ce n'est pas nous. Quand on est un couple tout frais, quand on est un couple tout frais, il n'y a que l'être adoré qui mérite d'être regardé. Quand ça fait plusieurs années que la passion est passée, on se dit, quitte à avoir des yeux, autant s'en servir un peu. C'est beau c'est sûr, l'amour qui dure, c'est doux c'est chou, quand ce n'est pas nous. C'est beau c'est sûr, l'amour qui dure, c'est doux c'est chou, quand ce n'est pas nous. En revanche, j'aime la formule en solo, quoi. Et les gens aussi, en fait, beaucoup. C'est-à-dire, ils m'ont dit, ouais, c'est bien, là, les musiciens et tout, c'est cool, ça donne... Mais bon, la magie de toi seul en scène, quand même, parce que voilà, il se passe autre chose. Mais j'aime ça, vraiment, être seul en scène, voilà, un peu à nu, très moi, j'ai l'impression d'avoir comme plus de temps. Et puis, c'est toi qui décides quand tu démarres et qu'est-ce que tu dis, enfin... Ouais, c'est une magie, et puis je pense que c'est... Je suis assez comme ça dans la vie, en fait. Je suis assez simple, je crois. Assez authentique. Je suis pas très fioriture et compagnie, quoi. Je suis moi, quoi. Et du coup, être seule en scène avec ma guitare, c'est être au plus proche de moi. Parce que c'est comme ça que mes chansons, elles naissent. Et du coup, qu'elles arrivent sur scène comme ça, je crois que c'est un peu la façon dont je les transmets le mieux. Parce qu'au plus proche de moi et au plus authentique. Le côté diffusion, communication, moi c'est un peu mon angoisse, en fait. Déjà parce que c'est dur, enfin moi je trouve ça très dur. C'est peut-être pas du tout dans mon tempérament et j'ai peut-être à gagner là-dedans, mais le côté se vendre, pour moi c'est un exercice très difficile, hein, vraiment. Aussi parce que c'est certainement thérapeutique, hein, mais là c'est moi, quoi. C'est-à-dire c'est moi qui écris, c'est moi qui compose, c'est moi qui chante, c'est moi qui joue de la guitare. Enfin, du coup, vendre un truc comme ça, c'est un peu l'enfer, quoi. Hein, parce que donc, bonjour, vous allez me voir chanter, c'est fabuleux ce que je fais. Et puis c'est pas dans mon tempérament. C'est, encore une fois, je pense que c'est thérapeutique, hein, de faire ce choix-là. C'est que là, t'as pas de choix, quoi. C'est-à-dire, sur le CD, c'est ta tête en mille. Et donc, allons-y, quoi. Donc, c'est pas évident. Après, effectivement, il y a plein de moyens. Quand même, les radios, là, du coin, c'est le cas. C'est toujours bien d'avoir accès à ça. Puis Internet, il existe vraiment des trucs chouettes. Hein. Enfin, c'est pas évident, quoi, d'aller trouver les contacts des labels. Et puis, on est 12 000 à envoyer des trucs. Donc, pour sortir du lot, c'est vachement dur. Il y a quand même vraiment des moyens. Après, ça demande du temps. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. C'est des choix aussi financiers. C'est-à-dire c'est encore de l'investissement et de temps, d'argent. Faut passer des heures à envoyer des trucs. Et puis, ça demande de maîtriser des outils. C'est-à-dire c'est quand même un métier, quoi. De monter un dossier de presse, d'envoyer les bonnes présentations qui vont bien, les médias qui vont bien. Ça paraît stupide, mais rien que transformer tes fichiers audio pour que ce soit dans le bon format pour envoyer, enfin, je veux dire, c'est des trucs qui s'apprennent, quoi. Donc, côté diffusion, je trouve ça dur. Moi, je rêve de quelqu'un qui le fasse pour moi, quoi. Mais c'est clair, je rêve de ça. Aussi parce que je pense que je vois rien que mes amis, enfin, tu sais, comme ils me vendent, c'est aussi beau de voir, tu sais, les gens qui sont... Non mais c'est génial, enfin, qui sont pris d'un truc, c'est fort pour eux, du coup ils ont envie de le faire partager. Donc ouais, je rêve de quelqu'un qui aurait que ça à faire, quoi. C'est un métier, hein, je dirais, il n'y a pas de secret, hein. J'ai pas choisi de faire, moi, communication, diffusion, quoi. Donc je me retrouve à le faire parce que c'est le seul moyen que j'ai pour me faire connaître et essayer de vivre de ma musique. Mais moi, à la base, tu sais, c'est pas ça que j'ai fait comme choix d'études, quoi. J'ai l'impression que c'est un truc d'artiste, mais c'est vrai qu'effectivement, tu crées ton entreprise, c'est pareil, quoi. Ça te demande des compétences que... En même temps, il y a un côté que j'aime aussi, moi, enfin, c'est-à-dire... Je trouve que confier une tâche à quelqu'un, j'aime ça, avoir conscience de ce que je confie, tu vois. Donc, là, me rendre compte du travail que c'est et tout ça. Tu sais, j'aime bien les patrons qui vont, tu vois, dans leurs entreprises pour essayer un peu le boulot de leurs employés, tu sais. Des fois, ils sont... Ah oui, d'accord, en fait, pardon, je vais t'en demander moins, ou plus, ou bref, mais... Je trouve que je me sens plus légitime de confier une tâche à quelqu'un et d'exiger quelque chose si j'y suis passée. Parce que voilà, une fois que t'en as conscience, ouais, tu sais ce que tu confies aux gens, c'est pas pareil. Moi, je crois qu'on peut pas lutter contre l'envie de créer. Enfin,
Pour moi, c'est sacré, en fait, hein, vraiment. Et, ouais, sacré au sens large et grand du terme, quoi. Je trouve ça hyper précieux. Pour moi, c'est vraiment ça qui rend le monde beau, quoi. C'est vraiment la beauté du monde, pour moi. Et la création et tout, c'est tellement le lien entre les gens et tout. Donc, si on ressent ça, pour moi, il faut déjà être hyper reconnaissant, parce que c'est cadeau, quoi. Et puis après, il faut essayer d'en faire quelque chose et de le véhiculer. Et comment ? Je pense qu'il faut s'entourer, c'est-à-dire en parler. Enfin, en tout cas, moi, c'est ça ma richesse. Ma mère, elle est très comme ça. Elle crée du lien entre les gens, donc j'ai peut-être hérité ça d'elle, mais moi, je demande, quoi. C'est-à-dire, j'ai envie de faire la musique, j'ai envie de faire un album, tout ce que je ne sais pas faire pour y arriver, je vais voir des gens qui sont compétents pour, quoi. C'est clair. Donc, un tel, il joue de la musique, je vais aller le voir, je vais dire, mais comment tu fais, par où t'es passé ? Il faut oser, quoi. C'est clair qu'il faut oser. Il faut oser se lancer, il faut oser. Ça demande quand même du courage, hein. C'est vrai. Puis c'est aussi des moments où on est seul, mais je crois qu'on peut... Ce premier souffle-là, je crois qu'il se fait seul, quoi. Un peu comme une première respiration. Et après ça, là, il faut se tourner vers des gens et demander de l'aide. Faut pas se sentir gêné de ça, je crois. Mais c'est beau, faut avant tout respecter ça, d'avoir envie de créer, c'est trop chouette, quoi. Et après s'entourer. Et parce qu'on est plein, en fait, c'est ça aussi dont on s'aperçoit, à n'importe quelle échelle, que t'en fasses ton métier ou pas, y a plein de gens qui créent, quoi. Même si c'est pour le plaisir de dessiner dans sa chambre, c'est très bien, pour moi ça n'a pas moins de valeur, d'en faire son métier ou pas, quoi. C'est vraiment à la même échelle, hein. Pour moi, quelqu'un qui est hyper connu, autant de mérite que... Tu fais une expo dans le plus grand lieu du monde, t'as autant de mérite pour moi que si tu fais un dessin et que t'as 5 ans. Enfin, pour moi, c'est de la même essence. Après, voilà, qu'est-ce que t'en fais et comment est-ce que t'arrives à le véhiculer ? Il n'y a pas de prétention, en fait, à oser son art, quoi. Tu vois, ça vient de toi, en fait, et juste... oui, tu le laisses s'exprimer. Il n'y a pas de... Mais ça arrive, même moi, enfin, qu'on me le dise, tu vois. Alors, toi, tu t'es dit, je vais remplir une salle de spectacle, tu vois. Mais j'ai pas de prétention, en fait... Faire un album, il n'y a pas de prétention. C'est juste, ça se passe et les rencontres se font et c'est ça qui se fait, mais faut pas être gêné. Dire oh non, je vais pas montrer mes dessins ou oh non, je vais pas chanter ma chanson, ça fait trop le mec qui. Mais ça fait pas le mec qui, en fait. C'est partie de toi, tu l'exprimes et c'est très bien. Enfin. Elle se réveille la nuit, elle doute. Pourquoi tant de soucis ? Elle doute. Elle voudrait mettre les voiles, mais pour avoir moins mal, elle se dit que les étoiles l'écoutent. Elle se voit dans le miroir, elle doute. Elle croise son regard, elle doute. Son désir, c'est déroutant, ne la rassure plus comme avant. La magie passe avec le temps. Elle enfile ses chaussures, elle doute. Elle démarre sa voiture, elle doute. Ça ne change pas, c'est rassurant, se dit-elle en contemplant le soleil levant sur la route. Elle allume la radio, elle doute. Elle arrive au boulot, elle doute. Le monde n'est pas toujours en joie, c'est décourageant quelquefois. En l'humanité à la fois, coûte que coûte. Elle les voit réussir, elle doute. Elle aimerait se réjouir, elle doute. C'est que ça la ramène à sa vie, à ce qu'elle n'a pas accompli. Elle se dit qu'elle n'est pas finie. Sans doute, pas finie. Esperluette. Alors, mon esperluette du moment. Je pense
pense que c'est tous les jours différents. Enfin non, il doit y avoir des semaines où j'ai un peu la même inspiration. Mais là, je suis un peu dans une phase silence et nature, et je suis un peu là-dedans en ce moment. Alors je sais pas si c'est l'hiver qui amène à ça ou quoi, mais je te dis, ça peut être très différent. Il y a des moments où mon esperluette, c'est d'être entourée de plein de gens et de me nourrir d'un tas d'histoires, et j'ai des moments comme ça où je peux pas écrire parce qu'il faut que je me nourrisse en fait. Donc c'est vraiment comme aller manger, et j'écoute plein de gens et je rencontre plein de gens et j'ai envie de voyager, je suis dans un truc comme ça. Et des moments de complètement retour à soi, où du coup j'ai envie de silence, de nature. La nature, moi, ça m'émerveille assez. Dans des moments de doute et tout, vu que c'est un truc, je me dis, waouh, le soleil, il va se lever là, tous les jours, il va se coucher, et ça me rassure à un point. Des moments où les gens, tu sais jamais trop, tu sais pas ce qu'ils pensent, tu peux être sûr d'une relation, et d'un seul coup, pas du tout en fait. Et donc ça, tac, je vais chercher dans la nature, je me dis, et là, il y a un cycle, un truc qui... Ouais. Et en même temps, il y a aussi de l'éphémère dans la nature, mais ça me rassure. Et donc en ce moment, je dirais ça, mon esperluette du moment, c'est ça, c'est silence et nature. Esperluette. Mais je veux bien te remercier, vraiment, pour ce beau moment-là, parce que moi, j'ai passé un agréable moment, et pour ta démarche, parce que je trouve ça hyper précieux, en fait. De gens qui ont à cœur de consacrer du temps à ça, d'ouvrir la parole à des gens qui font des initiatives, quelles qu'elles soient, en fait, parce que je trouve ça beau d'oser dans la vie, et de tomber sur des gens comme toi qui ouvrent un espace à ça, c'est très précieux. Que rajouter de plus après de si belles paroles qui me vont droit au cœur ? J'espère que ce nouveau format d'interview sur Esperluette vous plaît et que vous vous êtes régalé autant que moi à écouter Augustine parler et chanter. Vous pouvez la suivre et lui envoyer vos commentaires sur son site, sa page Facebook et son compte Instagram, dont vous trouverez tous les liens sur le site d'Esperluette, esperluette-podcast.fr. Si ce premier épisode de la saison 2 vous a plu, commentez, partagez, envoyez-moi plein de cœurs ou d'étoiles sur vos applications de podcast. Pour les malentendants, cet épisode existe également en version sous-titrée sur notre chaîne YouTube. Dans le prochain épisode, diffusé dans un mois, nous parlerons de l'apprentissage et de la place de la langue des signes en France. Pas de jingle de fin cette fois pour terminer cet épisode, mais plutôt une dernière chanson d'Augustine Hoffmann pour vous laisser repartir avec le sourire et l'envie de croquer la vie à pleines dents. À une prochaine, on l'espère, Luette, évidemment. Tu sais la vie, ma jolie fille, c'est comme un biscuit qui croustille. N'arrête jamais de mordre dedans, jusqu'à ce que tu n'aies plus de dents. Tu sais les gens, ma fille à moi, c'est comme les fondants au chocolat. Ils paraissent secs de l'extérieur, ils sont fondants à l'intérieur. Allez, vaille, 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 tu verras la vie est chouette. Allez, vaille, 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 reprends-en donc une fourchette. Allez, vaille, 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 tu verras la vie est chouette. Allez, vaille, 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 finis un peu ton assiette. Garçons, ma péquelette, c'est un peu comme les noisettes. Derrière leur coque dur à casser, il y a un cœur tendre et sucré. Laisse-moi rajouter un couplet, il faut quand même un peu se méfier. Alors secoue-les bien avant, pour être sûr qu'il y ait quelque chose dedans. Allez, vaille, 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 tu verras la vie est chouette. Allez, vaille, 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 reprends-en donc une fourchette. Allez, vaille, 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 tu verras. Allez, vaille, 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 finis un peu ton assiette. Tu sais l'amour, mon petit lutin, c'est un peu comme du bon pain. C'est croquant, c'est bon, c'est fou, et dedans c'est moelleux et doux. Puis quand l'amour paraît foutu, bah on en fait du pain perdu. Et on se réjouit qu'après tant d'années, il y ait encore de quoi se régaler. Allez, vaille, 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 tu verras la vie est chouette. Vaille, 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 reprends-en donc une fourchette. Allez, vaille, 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 tu verras la vie est chouette. Allez, vaille, 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 finis un peu ton assiette. Tu sais la vie, mon joli cœur, c'est un peu comme un hamburger. Plus il y a d'étages et plus c'est bien. La vie, plus t'en manges, plus t'as faim. Tu croques dedans, tout s'éparpille.
Mais n'oublie pas, ma jolie fille, que ce qu'il y a d'important, c'est de savourer chaque aliment. Allez, vaille, 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 tu verras la vie chouette. Allez, vaille, 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 reprends-en une fourchette. Allez, vaille, 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 tu verras la vie chouette. Allez, vaille, 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 finis un peu ton assiette. Allez, vaille, 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 tu verras la vie chouette. Allez, vaille, 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 reprends-en une fourchette. Allez, vaille, 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 tu verras la vie chouette. Allez, vaille, 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 va donc glisser sous ta couette.